Quand on parle d'intimité, on pense tout de suite à un sentiment, n'est-ce pas? À cette connexion avec quelqu'un. Mais si en fait c'était bien plus que ça? Et si on voyait l'intimité comme une structure? Oui, carrément une architecture intérieure qui nous construit, qui nous définit. C'est cette idée, assez fascinante je trouve, qu'on va explorer aujourd'hui. On l'entend partout, ce fameux temps pour soi, ce besoin de souffler, d'avoir son petit coin à soi. Mais est-ce que c'est juste un caprice, un petit luxe qu'on s'offre, ou est-ce que, au fond, ça cache quelque chose de bien plus vital pour notre équilibre? Eh bien, en réalité, c'est absolument fondamental. Ce n'est pas du tout un détail, c'est le plan de base, en fait. Le schéma directeur sur lequel on va construire une personne saine, une personne qui peut se connecter aux autres, oui, mais sans jamais se perdre elle-même en chemin. Ok, alors plongeons dans ce fameux plan. Comment est-ce que le soi se construit au juste? Eh bien, tout commence bien plus tôt qu'on ne l'imagine, dès l'enfance. C'est là que les fondations de notre architecture personnelle sont posées, littéralement brique par brique. Une première piste, on la trouve chez la psychanalyste Margaret Mahler. Elle parle de séparation, individuation. Bon, le mot a l'air un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée derrière est super simple. En gros, pour qu'un enfant devienne un jeu, il doit comprendre une chose cruciale. Il n'est pas une simple extension de ses parents. Il doit se voir comme une personne à part entière. Et cette grande prise de conscience, elle ne se fait pas dans l'abstrait, pas du tout. Ça passe par des choses très très concrètes. Avoir ses jouets, pas ceux de tout le monde. Avoir une chambre ou même juste un petit coin bien à soi. Des moments où on le laisse tranquille, où on respecte sa bulle. C'est la somme de toutes ces petites choses qui dessinent petit à petit cette frontière si importante entre moi et le reste du monde. Attention, pour que cette séparation se passe bien, il faut un autre ingrédient qui est absolument essentiel. Le psychologue John Bowlby l'a appelé l'attachement sécurisant. C'est quoi? C'est cette confiance absolue qui permet à un enfant d'aller explorer le monde, un peu comme un petit explorateur. Il sait qu'il peut partir à l'aventure parce qu'il y a toujours un port d'attache, une base sûre où il peut revenir. C'est cette sécurité-là qui est le vrai carburant de l'autonomie. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Pas d'espace privé, pas de retrait possible. L'enfant est constamment sous surveillance. D'un coup, l'exploration du monde, ça devient terrifiant. La séparation n'est plus une aventure excitante, c'est vécu comme un abandon. Et là, on sème les graines de l'anxiété future, de ce besoin de s'accrocher, de s'agripper aux autres pour se sentir en sécurité. Allez, une autre pièce maîtresse dans notre construction, ce que Peter Fonagy nomme la mentalisation. Derrière ce mot, il y a une compétence incroyable et qui n'est pas du tout innée, attention. C'est la capacité à se dire « Tiens, l'autre en face de moi a aussi un esprit. Il a ses propres pensées, ses propres désirs, et ils ne sont pas forcément les mêmes que les miens. » C'est la base, le socle de l'empathie en fait. Et là, il y a un truc vraiment fascinant. On ne peut vraiment comprendre que les autres ont un monde intérieur que si le nôtre a été respecté en premier lieu. La logique est implacable. Si un enfant n'a jamais eu le droit d'avoir un espace privé pour ses propres pensées, comment diable pourrait-il même imaginer que les autres en ont un? Bon, on a parlé des fondations. Maintenant, à quoi elle sert concrètement cette architecture intérieure? C'est quoi les murs porteurs? Voyons ensemble les grands piliers du soi, tout ce que cette intimité permet de soutenir. En gros, cet espace intérieur, il a 3 fonctions vitales. Primo, il nous aide à bâtir une identité qui tient la route, quelque chose de cohérent. Deuxièmement, il nous donne les outils pour gérer nos émotions, surtout les plus fortes. Et tertio, il nous apprend à naviguer avec les autres, à comprendre et respecter les frontières relationnelles. Prenons un exemple concret, la gestion des émotions. C'est un peu comme un balai, un va-et-vient. Imaginez une émotion très forte, la colère ou la tristesse, qui déferle. Si on a un espace intérieur solide, on a cette capacité incroyable de se dire « stop », de se retirer un instant dans sa pièce intérieure. C'est là qu'on peut digérer le truc, s'apaiser, et seulement après choisir comment on va réagir, comment on va retourner vers l'autre. Et sans cette pièce de retrait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'émotion brute, elle déborde, elle nous submerge complètement, et là on devient dépendant de l'autre pour nous calmer, pour nous rassurer. C'est comme si on donnait les télécommandes de nos émotions à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la porte ouverte à une grande vulnérabilité et souvent à la dépendance affective. Et ça nous amène directement au cœur du problème. Quand les frontières s'effondrent, que se passe-t-il quand les plans de notre architecture intérieure sont bancals, voire carrément absents depuis le début? Le thérapeute Salvatore Minuchin a un mot pour ça. Il parle de famille agglutinée. L'image est forte, hein? Pensez à de la supercolle. Tout est collé, tout est mélangé. Dans ces familles-là, fouiller dans le sac, lire les messages, entrer dans la chambre sans frapper, ce n'est même pas vu comme un problème, c'est juste la norme.
Et le plus dingue, c'est que ce même problème de frontière peut créer deux profils qui ont l'air d'être à l'opposé l'un de l'autre. C'est Otto Kernberg qui a bien montré ça. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler le soi poreux. C'est une vraie éponge émotionnelle qui absorbe tout, qui ne sait pas dire non, qui se sent responsable du bonheur de la planète entière. Et de l'autre côté, on a le soi hyper défensif. Lui, c'est une forteresse. Il se barricade, la proximité lui fait peur et il contrôle tout pour être sûr que personne ne viendra l'envahir. Mais attention, il ne faut pas se laisser avoir par les apparences. L'éponge et la forteresse, au fond, ce sont juste deux stratégies de survie différentes pour faire face à la même blessure originelle, l'absence d'une frontière intérieure qui soit à la fois solide et sécurisante. Et à l'âge adulte, évidemment, les conséquences sont très concrètes. Ça peut donner une jalousie maladive, où le simple fait que l'autre ait son jardin secret est insupportable. Ça peut mener à des intrusions, comme le classique « je vais jeter un œil à ton téléphone ». Et le pire, c'est que très souvent, sans même s'en rendre compte, on finit par reproduire ces mêmes schémas intrusifs avec nos propres enfants. Mais, et c'est important de le dire, rien n'est une fatalité. Ce n'est pas parce que les fondations sont fragiles que la maison est condamnée. Le simple fait de comprendre comment fonctionne notre architecture intérieure, c'est déjà de premiers coups de truelle pour commencer les réparations. On peut, à l'âge adulte, et souvent avec un coup de main, reconstruire cet espace, apprendre à poser des limites claires et, enfin, bâtir des relations plus saines. Tout ça nous laisse avec une dernière question, mais elle est essentielle, surtout aujourd'hui. Dans ce monde où on est hyper connecté, où les réseaux sociaux floutent constamment la ligne entre le public et le privé, où est-ce qu'on trace la ligne ? Où se situe pour chacun d'entre nous la juste frontière entre soi-même et les autres ?